Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis avec Fanny Tournet, qui est une étudiante en master et qui a travaillé sur la respiration. Et bon, moi j'ai beaucoup travaillé sur les arbres et la respiration des arbres, mais par contre, je sais beaucoup moins ce qui se passe en recherche en respiration humaine. Et en fait, quand vous avez des étudiants comme ça qui sont en master et qui font leur stage, eh ben, généralement ça relate, ça révèle en fait ce qui se fait comme recherche actuelle dans les laboratoires académiques, notamment au sein des universités. Donc là, on va parler du nez, du lien avec le corps, l'esprit, on va parler des émotions. Bon voilà, on va voir tout ça avec Fanny. Donc bonjour Fanny. Bonjour. Peut-être que tu peux nous préciser quel master tu as fait, dans quel labo aussi a eu lieu ton stage. Moi, j'ai fait le master de neuropsychologie à l'université Savoie-Mont-Blanc. Et du coup, mon stage, c'était dans le laboratoire de psychologie et neurocognition. Donc, mon mémoire, il était encadré par monsieur Pascal Hoth. Et le sujet précis, alors c'était quoi? L'intitulé exact, c'était l'impact de la respiration unilatérale forcée sur le traitement émotionnel. Et peut-être au départ, justement, peut-être tu peux nous donner quelques informations générales sur la respiration. La respiration, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un système physiologique qui est à la fois sous le contrôle autonome. Donc, c'est un contrôle qui est, enfin, en fait, qui est inconscient. On ne réfléchit pas tous les jours à respirer, en fait, on le fait naturellement. Et puis, tant mieux pour nous d'ailleurs. Mais il est sous contrôle autonome, mais on peut aussi, si on veut, réguler notre respiration de manière volontaire, en fait. On peut réguler le rythme de notre respiration, notamment. C'est vraiment une porte d'entrée, je pense, à ma connaissance, la seule porte d'entrée vraiment qui nous permette de moduler en fait notre système nerveux autonome, qui est un système nerveux qu'on ne contrôle pas du tout habituellement. Et par ricochet, en fait, on peut aussi, par le fait de moduler sa fréquence respiratoire, on peut moduler aussi notre fréquence cardiaque, par exemple. Alors que directement, on n'a pas du tout accès, on ne peut pas décider en fait de moduler notre fréquence cardiaque. Pendant très longtemps, il y a eu cette idée que le système nerveux autonome, bah, justement, il est autonome. Donc qu'on pourrait pas en fait y avoir accès volontairement, quoi. Alors que là, avec la respiration, visiblement, c'est possible. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, il y a un lien en fait qui est bidirectionnel entre la respiration et les émotions. Enfin, ou de manière plus large, entre le corps et l'esprit. Et du coup, à savoir, quand on est anxieux enfin, voilà, quand on est anxieux, par exemple, on a un débit respiratoire qui va s'accélérer. Et à l'inverse, si on essaye de calmer sa respiration, de respirer un petit peu plus lentement, et on apaise un petit peu aussi au niveau, enfin, nos émotions, en fait, tout simplement. On est plus zen. Ce qui m'a interpellée aussi en lisant ton rapport, notamment dès l'introduction, c'est que tu sais le lien entre corps, esprit, respiration, émotion. Parce qu'en fait, il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, on parlait du lien corps-esprit, en fait, généralement, c'était pas accepté vraiment, hein. Alors que maintenant, j'ai vraiment été super contente de voir que ça fait partie des zones de recherche actuelles, par exemple en psycho. Donc cette respiration, donc tu as pas mal travaillé donc sur la respiration nasale et donc en fait, on n'a pas tout le temps la même narine qui est activée en fait et ça, on ne sait pas forcément. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce fameux cycle nasal? Oui, enfin, quand on parle de respiration, en fait, on se rend compte que la plupart, souvent, c'est inspiré des techniques de yoga, par exemple, ou des choses comme ça. Et la plupart des techniques, enfin, c'est des respirations nasales. Et on sait que, d'ailleurs, la respiration physiologique chez le bébé, chez le tout petit, ça se fait par le nez. Et en fait, il y a toujours une narine qui respire plus que l'autre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un débit d'air plus important, par exemple, dans la narine gauche à un moment donné. Et puis, au bout d'un moment, ça s'inverse. Et on respire un peu plus par la narine droite que par la narine gauche. Ça s'inverse à peu près entre, tout le monde n'est pas d'accord, mais entre toutes les 30 minutes à 2h30, selon certains chercheurs. Et le premier qui a découvert ce cycle nasal, c'était en 1895. Et il s'appelle Kaiser, je crois. Enfin, je sais pas si je prononce correctement son nom, Ok. mais Mais tu vois, voilà. c'est ça aussi ouais, qui m'a aussi plu dans le rapport, c'est de faire le lien, ne serait-ce qu'avec ces pratiques anciennes, telles que le yoga ou d'autres, où il y a vraiment aussi cette connaissance déjà du cycle nasal, et que maintenant, justement, c'est approché de manière scientifique. C'est comme si on rejoignait des pratiques empiriques très anciennes avec des pratiques maintenant de recherche plus actuelles. J'adore. Est-ce qu'on peut se rendre compte, en fait, j'invite tout le monde aussi qui nous écoute là, à se rendre compte, est-ce que vous êtes capable de percevoir, si vous prêtez attention à votre respiration nasale, est-ce qu'il y a une narine qui est plus ouverte que l'autre? Voilà. On peut essayer de le percevoir en soufflant sur sa main si on a l'impression que
On peut sentir peut-être qu'il y a un souffle d'air qui est plus important d'une narine ou de l'autre. Ou alors, si on met un petit miroir, on peut voir peut-être la buée ou le diamètre de la narine, Ah peut-être. oui, oui, c'est ça. Oui, non, mais j'avais un enseignant en respiration, c'est ça, il me disait pendant des jours et des jours, il se mettait en fait, ce que tu disais, soit un miroir, soit on peut prendre enfin, oui, quelque chose où l'humidité de l'air va être imprimée et on peut voir si la tâche est plus grande d'un côté que de l'autre et comme ça, on peut s'amuser à mesurer le rythme de ce cycle nasal. Donc, si vous voulez le faire Oui, chez vous, vous pouvez tenter, hein. Comme ça, vous serez, si c'est plutôt toutes les 30 minutes, toutes les 2 heures que vous changez. la technique du miroir, elle est utilisée oui, pour savoir si on est sous dominance gauche ou droite dans les expériences du coup qui sont menées sur le sujet. D'accord. Et alors là, toi, tu parles de respiration nasale forcée, donc c'est-à-dire. Alors, en fait, exactement, du coup, c'est la respiration unilatérale forcée. Donc, en fait, de manière générale, donc on a le cycle nasal, donc on alterne, on respire plus par la narine gauche, plus par la narine droite. Et après, si simplement on se bouche la narine droite, par exemple, eh ben, ça s'appelle une respiration unilatérale forcée. Ça veut dire qu'on se force à respirer par la narine gauche. Et au bout de quelques inspirations, expirations, eh ben, en fait, on va shifter, changer du coup de dominance au niveau de la respiration nasale. Qu'est-ce qui va changer dans notre physiologie, outre le fait qu'on a une narine qui va respirer plus qu'une autre? On peut peut-être commencer par définir ce que c'est que le système autonome, les deux composantes. Du coup, donc si on parle du système nerveux autonome, il faut savoir qu'il y a deux branches, enfin les deux principales branches, c'est la branche parasympathique, on va dire que c'est un peu comme le frein, et la branche sympathique de l'autre côté qui est un peu plutôt comme l'accélérateur. Et après, c'est une balance en fait, c'est ce qu'on appelle la balance sympatho-vagale et qui s'équilibre et qui, en fonction de plein de paramètres, en fait, fait qu'on puisse s'adapter au quotidien à tous les événements. Et plus cette balance, la balance sympatho-vagale est forte, entre guillemets, et mieux on s'adapte en fait tous les jours, plus on est capable de bien récupérer, de bien faire face aux événements de la vie quotidienne. Et donc les deux branches, donc le frein c'est parasympathique et l'accélérateur le sympathique. En fait, ce système nerveux autonome, il est latéralisé, donc ça veut dire que en fait, pendant qu'il y a la moitié du corps, admettons, toute notre partie gauche du corps, elle va être sous dominance plutôt parasympathique, et bien à l'inverse, toute la partie droite va être plutôt sous dominance sympathique. Et ce qui permet en fait d'alterner les phases de récupération, et notamment ben, pour nos organes, on a beaucoup d'organes qui sont doubles, et pour reparler plutôt du nez et du cycle nasal, en fait, cette alternance entre les dominances gauche et dominance droite, ça permet aussi à la narine de ne pas se dessécher en fait, à force qu'il y ait avec un flux d'air très important en permanence dans la narine. Il y a cette explication, et puis il y a aussi le fait que ça nous permettrait aussi de discriminer des odeurs. En fait, quand il y a un débit d'air plus ou moins important, et ben, on peut sentir différentes odeurs. En fait, la sensibilité n'est pas la même, et du coup, ça nous permettrait aussi d'être sensible aux différentes odeurs. Par rapport au cerveau, il y a un lien entre le cycle nasal, donc par quelle narine on va respirer le plus, et les activités cérébrales des deux Oui, hémisphères, non? oui, du coup, en fait, il y a un lien parce que quand on est, donc on va reprendre notre exemple, si on est parasympathique sur le côté gauche, donc ça veut dire que dans ce cas-là, si on se concentre sur ce qui se passe dans la narine, le parasympathique, donc c'est le frein, ça va être plutôt une vasodilatation au niveau de la narine. Du coup, la narine gauche. La narine gauche va être plutôt congestionnée, donc il y a un plus faible débit d'air dans la narine gauche. Donc, dans ce cas-là, on est plutôt sous dominance droite dans notre cycle nasal. Ça veut dire qu'on respire plus par la narine droite. Voilà, donc le droit, c'est le sympathique. Et comme le sympathique, il provoque plutôt une vasoconstruction des vaisseaux sanguins, la narine droite est décongestionnée, il y a plus d'espace pour laisser passer l'air. Du coup, si maintenant on s'intéresse à l'étage du dessus, donc au cerveau, à gauche, on a dit qu'on était parasympathique, donc du coup on est sympathique à droite au niveau du cerveau aussi. Ce qui se passe, donc il y a toujours une vasoconstruction des vaisseaux sanguins. Et à l'inverse, de l'autre côté, comme on est sous parasympathique, dans l'hémisphère gauche, il y a une vasodilatation des vaisseaux sanguins, ce qui permet un débit sanguin plus élevé et du coup une activité cognitive plus élevée aussi, enfin une activation plus élevée de l'activité cognitive dans l'hémisphère gauche. Et il y avait aussi un autre élément, c'est-à-dire que l'idée que ça joue aussi, ce cycle nasal, sur les émotions. Oui,
Et du coup, juste une précision, ouais, c'est vraiment le fait qu'il y a pas les fibres autonomes, en fait, elles se croisent pas. Oui, Donc, c'est important de le préciser. Donc, c'est pour ça que quand on est sympathique à gauche, on est sympathique dans on est sympathique dans la narine et au niveau du cerveau et enfin de partout. Ok, quel est le lien avec les émotions? Du coup, il y a une hypothèse, donc parmi plein d'hypothèses et de théories dans le domaine des émotions, qui s'appelle l'hypothèse de Valence, qui est proposée par Davidson notamment et qui, selon cette hypothèse, en fait, l'hémisphère droit, il traiterait plus spécifiquement les émotions négatives et l'hémisphère gauche, les émotions positives. Dans ce cas-là, donc si on respire, admettons, plus par la narine gauche ou si on se force à respirer par la narine gauche, on va activer préférentiellement notre hémisphère droit et du coup, on serait plus sensible aux émotions négatives. Et à l'inverse, si on se force à respirer par la narine droite, on active préférentiellement l'hémisphère gauche et on serait plus sensible aux émotions positives. Il y a une autre hypothèse, donc toujours sur le lien entre la respiration unilatérale forcée et le traitement émotionnel. Cette fois-ci, ce serait en fait que de manière générale, quand on est soit sous dominance gauche, soit on pratique la respiration unilatérale forcée à gauche, de manière générale, au niveau de l'organisme, on serait plutôt sous un état de dominance parasympathique, donc plutôt de relaxation, et ce qui engendre une baisse du niveau d'activation physiologique générale. Et dans ce cas-là, on sait que on ressent les émotions moins intensément. Et au contraire, quand on respire par la narine droite, ça activerait plutôt de manière générale le système nerveux sympathique et on élèverait notre niveau d'activation physiologique, comme par exemple si on vient de faire une partie de foot. Du coup, on est bien speed et du coup, on ressent plus intensément les émotions. De oui, règle générale, et qu'elles soient positives ou négatives, en fait. Il y a pas de différence. d'accord. Et puis, il y avait encore un autre élément, c'est-à-dire que le fait que la respiration peut influencer les ondes cérébrales. Tu peux Alors nous en oui, dire deux mots? alors du coup, là, c'était moins le sujet de mon travail, mais effectivement, il y a des études qui ont montré que, en fait, en modulant le rythme de la respiration nasale via, en fait, les les petites cellules de l'épithélium olfactif, eh bien, on influencerait le rythme des ondes cérébrales. Donc, si on baisse le rythme de notre respiration, on baisserait aussi le rythme de nos ondes cérébrales. Ah oui, et ça, c'est indépendant de la narine, des narines. Et ça, c'est indépendant des narines, oui. Pour en revenir à ton sujet de stage, tu peux peut-être, enfin, quelle expérimentation tu as faite sur l'humain? Comme on a vu qu'il y avait deux types de liens possibles entre la respiration unilatérale forcée et le traitement émotionnel, le but c'était de voir en fait quel lien prédomine si on s'exerce à respirer par une narine ou par l'autre. Du coup, est-ce que ça va plutôt être l'effet d'activation hémisphérique qui va prédominer, à savoir est-ce que quand on respire par la narine droite, du coup j'active mon hémisphère cérébral gauche, je suis plus sensible aux émotions positives, et inversement, ou alors est-ce que c'est plutôt l'effet de la modulation du niveau d'activation physiologique et du coup ça va plutôt se jouer au niveau de l'intensité des émotions ressenties. C'était ça en fait le but. L'expérience a été faite sur des étudiants d'université pour essayer d'objectiver le niveau d'activation physiologique. On prenait des mesures cardiaques et des mesures en fait de l'activité électrodermale. Donc là, ça se passe plutôt au niveau du bout des doigts. Et à savoir que la réponse électrodermale, c'était un indicateur du niveau d'activation du système sympathique, donc plutôt de l'accélérateur. Et au niveau cardiaque, on prenait c'est l'indicateur qu'on prenait, donc c'est lié à notamment ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque moyenne, c'est le nombre de battements par minute, mais notre cœur, il bat pas, c'est pas un métronome, il n'est pas régulier tout le temps. Et donc, en fait, il s'adapte vraiment, et à chaque fois, l'intervalle entre deux battements, il est tout le temps différent. Et en fait, plus cette variabilité est élevée, d'ailleurs, et plus c'est bon signe, en fait, ça veut dire qu'on s'adapte vraiment en temps réel. Et en général, c'est que on a une bonne balance sympatho-vagale. Et donc, on a pris un indicateur qui est lié à cette variabilité de la fréquence cardiaque qui s'appelle le RMSSD. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, c'est le reflet de l'activation parasympathique. Voilà, donc on avait ces deux indicateurs pour le parasympathique, pour le sympathique. En gros, donc l'expérience, ça consistait, la personne arrive
Et donc on lui mettait des électrodes pour les données cardiaques, pour l'activité électrodermale. Pendant 5 minutes, on mesure ses paramètres physiologiques au repos pour avoir voilà, un élément de comparaison. Ensuite, pendant 25 minutes, donc de manière aléatoire, les participants étaient répartis soit dans le groupe respiration unilatérale gauche. Donc dans ce cas-là, en fait, ils se bouchaient simplement la narine droite et puis ils respiraient pendant 25 minutes uniquement par la narine gauche. Il y avait également un rythme imposé, en fait, qui était de 6 respirations par minute. Donc ça correspond au rythme de cohérence cardiaque, si vous connaissez. Donc les autres, ceux qui étaient dans la respiration unilatérale droite, inversement, ils respiraient par la narine droite. Et il y avait également un groupe contrôle qui, eux, respiraient de manière libre. En fait, après ces 25 minutes, il y avait une tâche qui durait à peu près 5 minutes, une tâche d'induction émotionnelle, où donc les participants ils voyaient des images qui avaient été choisies pour être soit plutôt perçues comme positives, négatives ou neutres. Et ils devaient évaluer en fait sur une échelle qui allait de 1 à 9 le degré de positivité ou de négativité de l'image qu'ils venaient de voir. Et ils avaient toujours les capteurs d'activité électrodermale et les capteurs d'activité cardiaque. Est-ce qu'il y a eu un résultat un peu probant? Parce que bon, je sais bien qu'en Master 1, on ne fait pas plein d'expérimentations. Et donc, est-ce qu'il y avait quand même une piste intéressante qui est ressortie? Oui, alors il y avait une petite piste intéressante, c'est qu'on a pu observer qu'il y avait donc l'indicateur, le RMSSD dont je vous ai parlé, qui était le reflet de l'activité parasympathique, qui avait augmenté de manière significative par rapport au groupe contrôle pour ceux qui avaient respiré par la narine gauche. Donc, ce qui était dans le sens de notre hypothèse, selon laquelle respirer par la narine gauche eh bien, provoque un état plutôt de dominance parasympathique et un niveau d'activation physiologique plus bas. Et par contre, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes droite et gauche. Et alors, du coup, toi, qu'est-ce que tu as retenu d'avoir fait ce stage? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Ce qui m'intéressait vraiment le plus dans le sujet, on va dire que c'était cette hypothèse de modulation du niveau d'activation physiologique. On va dire que c'est celle en laquelle je croyais le plus. Et la répercussion que ça peut avoir au niveau du traitement émotionnel. Mais est-ce que tu te fais de la respiration nasale forcée? Non. Moi, personnellement, je n'en fais pas. Mais par contre, je fais un peu de cohérence cardiaque. Bon, ben super. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et ça nous montre à quel point on ignore comment on fonctionne. Parce que moi, déjà, quand j'ai appris un jour qu'on avait un cycle nasal, bah déjà, je me suis dit, ah ben non, comment ça se fait qu'on ne sait même pas, qu'on n'apprend même pas à l'école élémentaire, quoi. Donc, je trouve ça passionnant. Et ben encore merci. Merci à toi. Puis, Ciao. ciao.